Salutations à tous, ici Louis-William Gagné qui vous souhaite la bienvenue à cet épisode 5 de la saison 2017-2018 du podcast Junior. Alors, pour ce qui est au programme aujourd'hui, j'ai eu une discussion il y a quand même près d'une semaine avec Pierre-Émile Claveau et Jonathan Lévesque afin de parler des joueurs qui ont été invités au camp, c'est-à-dire pour Équipe Canada Junior en vue du championnat mondial de hockey junior durant la période des fêtes. Alors, avant de vous faire jouer ça, tout d'abord, je vais vous faire une petite mise à jour. Le camp a commencé avant-hier et il y a déjà des joueurs, 6 joueurs, qui ont été retranchés. Alors, donc, ça n'avait pas été fait avant qu'on fasse l'entrevue. Donc, je vais vous simplement les donner tout de suite. Alors, les 6 joueurs qui ont été retranchés sont les défenseurs Denis Cholowski, Logan Stanley, les attaquants Cody Glass, Cole Lind et Jonathan Hang, ainsi que le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey. C'est donc dire que Maxime Comtois et Drake Batterson sont toujours là, donc dossier à suivre à propos de ces deux-là. Avant d'aller à la discussion, je vais faire un petit survol là, du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Au niveau de la première moitié du classement, c'est extrêmement serré. Il n'y a que 6 points d'écart entre la première et la 8e place. Alors, les rangs 1 à 8 sont l'Océanique de Rimouski, l'Armada de Blainville-Boisbriand, le Titan d'Acadie Bathurst, qui ont 46, 44 et 43 points. Suivent à 44 points les Voltigeurs de Drummondville et les Remparts de Québec. À 43 points les Mooseheads d'Halifax au 6e rang. Suivent les Huskies de Rouyn-Noranda avec 42 et au 8e rang les Olympiques de Gatineau avec 40. Dans la deuxième moitié du classement, c'est aussi très serré, un peu après les positions. Ben, en fait, faut relativiser, c'est encore serré, mais plus serré encore. Alors, les positions 9 et 10 sont les Islanders de Charlottetown et le Phoenix de Sherbrooke avec 39 et 37 points. Et là, c'est par la suite. Là, du 11e au 16e rang, on n'a qu'un écart de 3 points seulement. Alors, les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Tigres de Victoriaville avec 33, une triple égalité au 13e, 14e et 15e rang avec 31 points, les Saguenay, Chicoutimi, les Wildcats de Moncton et les Foreurs de Val-d'Or. Et le Drakkar de Bécomo au 16e rang avec 30 points. Et là, par la suite, on tombe aux Sea Dogs de Saint-John avec 22 et les Cataractes de Shawinigan avec 19 points. Ce sont les deux équipes qui sont exclues des séries pour le moment et à mon avis, ça risque de rester comme ça. Comme on vient de dire, là, les Sea Dogs sont à 8 points du Drakkar et du 16e rang. Donc, il reste beaucoup de hockey encore. Là. On n'est même pas à la moitié de la saison. Donc, il n'y a rien qui est joué encore. Et les Cataractes, eux, sont à 11 points. Mais ça risque d'être vraiment difficile avec la période des transactions qui s'en vient. Ça risque vraiment de ne pas être facile pour ces deux équipes-là. Deux des équipes qu'on voyait plutôt bas au classement cette année. Alors, malheureusement, ça risque, d'après moi, ça risque de rester comme c'est là pour ces deux formations-là. Il risque d'être les deux équipes qui seront exclues de la danse du printemps cette année. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le moment là, de vous faire jouer la discussion que j'ai eue avec Pierre-Émile et Jonathan. Alors, je vous envoie ça. Bonne écoute. Alors, on est en ligne avec Pierre-Émile Claveau et Jonathan Lévesque avec qui on va parler des sélections pour le camp d'Équipe Canada Junior qui a été fait cette semaine. Nos deux invités sont des spécialistes de la Ligue de hockey de l'Ouest et de la Ligue de hockey de l'Ontario, étant donné qu'on a 13 joueurs de l'Ouest et 12 joueurs de l'Ontario qui ont été invités au camp. On se devait d'avoir des gens qui voyaient du hockey de ces deux ligues-là de façon un peu plus régulière afin de pouvoir mieux en parler. On a récité la liste un peu plus tôt des joueurs qui sont invités. Alors, j'accueille mes deux panélistes. Salut Jonathan. Salut. Et salut Pierre-Émile. Bonjour. Parfait. Alors, vous allez bien les gars? Très bien, oui. Très bien. Excellent. Donc, j'ai fait la lecture avant qu'on entre dans la conversation des joueurs qui sont invités. Donc, je mentionnais qu'on a 13 joueurs de la Ligue de l'Ouest qui ont été invités au camp, ainsi que 12 de la Ligue de l'Ontario. Donc, 26 joueurs sur 32 au total. Donc, comme je disais, je trouvais que c'était important d'en parler avec vous afin qu'on puisse mieux connaître ces joueurs-là. On sait qu'il n'y a pas que seulement 3 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été invités. Donc, en connaissance de cause, je pense qu'on pourrait mieux comprendre là, pourquoi il y a si peu de joueurs de la LHJMQ qui ont été invités, parce que
il y a beaucoup de talent cette année dans les deux ligues, on le sait. Particulièrement, je vais commencer avec Jonathan, avec les joueurs de la Ligue de l'Ontario. Il y a quand même plusieurs attaquants, là, surtout qui viennent de la Ligue de l'Ontario. On pense entre autres, là, j'ai fait mention un peu plus tôt d'Alex Formenton des Knights de London que tu connais beaucoup. Il y a Robert Thomas aussi, le 19 ans des Knights. Sinon, 18. on sait qu'il y a Nick Suzuki qui est là également, ainsi que quelques autres. Peux-tu nous en parler? Ouais, ben pour commencer avec Formenton. Formenton, lui, c'est un joueur avec un style très similaire à Match Pacioretty. Il a un bon lancer frappé, ben il a assez bon, un bon sniper. Sauf qu'il est assez bon défensivement aussi. Plusieurs vont aussi comparer à Christian Vurak. OK. Ancien des Knights d'ailleurs aussi. Oui, ancien des Knights. OK. Dans le cas de Thomas? Thomas, lui, et beaucoup vont le comparer à Bo Horvat. OK. Il a un bon leadership en plus, il a été nommé capitaine des Knights. Une minute là. Il n'y a pas de problème. Ah voilà. OK. Sinon, est-ce qu'il y a selon toi des joueurs de la Ligue de l'Ontario, en tout cas, côté des défenseurs, il n'y en a pas beaucoup de l'Ontario, si je ne me trompe pas, il y en a seulement deux avec Connor Timmins et puis il y a également, Logan Stanley des Rangers de Kitchener qui ont été invités. Est-ce que selon toi, il y a des joueurs que toi, tu aurais vu faire, qui auraient pu être invités et qui ne l'ont pas été? Oui, notamment un défenseur d'Owen Sound, Sean Dursey. C'est actuellement le meilleur pointeur chez les défenseurs dans la Ligue de l'Ontario. Si je ne me trompe pas, il y a 19 ans. OK, donc dans la fleur de l'âge aussi. Avec 42 points en 27 matchs. Quand même. Une nette domination sur son plus proche rival, Evan Bouchard des Knights, qui lui a 36 points en 29 matchs. OK. Et à l'inverse, est-ce que selon toi, il y a des joueurs que tu as vu, que tu as été un peu surpris qui a été sélectionné? Me dire peut-être il n'y en a pas vraiment en fait là, il y a peut-être juste J'imagine que si. moi je dirais c'est parce que je cherchais le nom là. OK. C'est Jonathan Eng. oui, c'est lui qui cherchait le nom, je me rappelle. Ah ben voilà. Merci Pierre-Émile. Oui, merci, je l'avais sur le bout de la langue. Oui, Jonathan Eng des Peets de Peterborough. OK. C'est un bon attaquant, mais il me semble que j'aurais préféré peut-être un Morgan Frost à sa place. OK. Morgan Frost, qui d'ailleurs un choix de première ronde des Flyers, si je ne me trompe pas. Ouais. OK. Et je vais poser la même question à Pierre-Émile, en fait. Selon toi, les joueurs peut-être que tu as été surpris de voir de la WHL, je sais qu'on en avait parlé un peu à l'extérieur des ondes. Tu avais mentionné Jonathan Nang aussi comme une surprise, mais de la WHL, est-ce que tu as vu quelqu'un de surprenant? De la Ligue de l'Ouest, moi, ce que je peux voir, il y a peut-être juste Tanner Kaspick qui est le joueur qui sort du lot. Mais avec la saison qu'il connaît présentement, il méritait son invitation cette année. Puis, tu sais, il a le gabarit de l'emploi, 6'1", 205 livres. Fait qu'il pourrait être certainement utile sur un quatrième trio. Par contre, moi, c'est des joueurs de la Ligue de l'Ontario que, outre Jonathan Egg qui m'a surpris, c'est le coéquipier de Nick Suzuki, Jonah Gadjovic, qui m'a surpris aussi. Puis on pourrait rajouter Boris Katchouk, mais Boris Katchouk, on s'entend pour dire que sur la liste de plusieurs personnes, il était présent, mais les deux premiers, là, Jonathan Eng et Jonah Gadjovic, ils n'étaient pas pantoute sur la liste pas vraiment sur la liste de personnes. Fait que ça, c'est mes deux surprises personnellement. Il y a Mario Ferraro, un défenseur de la NCAA qu'on connaît peu vraiment, mais j'ai regardé ses statistiques un peu, puis son jeu, puis il pourrait être une surprise au camp, mais sa petite taille pourrait jouer contre lui. OK. À l'inverse, des joueurs qui, selon toi, auraient mérité d'être là et qui ne le sont pas? On pourrait dire Tyler Benson, des Giants de Vancouver, mais Benson a été blessé une bonne partie de l'année.
ça fait que quelques matchs, disons 2-3 semaines, qui est de retour à l'action. Donc, plusieurs s'entendent pour dire qu'il aurait peut-être mérité une invitation. On pourrait parler de Michael Rasmussen, le géant des Americans de Tri-City. Par contre, il a juste 18 ans. Fait que, est-ce que c'est sûrement cet aspect-là qui a joué en sa défaveur? Puis, plusieurs mentionnent Matthew Phillips des Royals de Victoria, un petit attaquant qui impressionne beaucoup, capable de la mettre dedans. Mais ça, c'est un petit attaquant, mesure juste 5 pieds 7, 5 pieds 8. Fait que c'est sûrement ce qui a joué en sa défaveur. OK. On va parler un peu des joueurs qui sont de retour, en fait, des joueurs de l'équipe de l'an dernier qui sont de retour au camp. Il y en a 7 de l'an dernier. On parle de Dylan Dubé des Rockets de Kelowna. Il y a également Taylor Radish des Otters d'Erie qui est de retour. Il y a Michael McLeod des Steelheads de Mississauga. On a les défenseurs Jake Bean et Cale Clegg, 2 défenseurs gauchers. Il y a également Dante Fabro, le défenseur droitier, qui va être de retour, et finalement le gardien Carter Hart des Silvertips d'Everett qui vont être là. Je veux qu'on parle des défenseurs en premier. J'ai mentionné Bean et Clegg, qui sont tous les deux des gauchers, et Dante Fabro, dans son cas, est droitier. Et la plupart du temps, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ces gars-là vont être de retour avec l'équipe cette année. Ce qui veut donc dire qu'on a déjà 2 places de gauchers qui sont prises. Autrement dit, si on décide d'y aller à 7 défenseurs, il y aurait une place ou peut-être 2 qui sont disponibles pour des gauchers. Alors, il y a un gaucher du côté de l'Ontario qui a été invité, donc j'aimerais entendre, Jonathan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Logan Stanley des Rangers? Logan Stanley, premièrement, c'est un très gros gabarit, 6 pieds 7, 231 livres. Sauf que malgré son gros gabarit, il a un assez bon coup de patin. Puis dernièrement, cette année, il s'est découvert un bon talent offensif. Moi, je dirais qu'on peut le comparer à Dustin Byfuglien, des Jets de Winnipeg. Ça tombe bien, il a été justement repêché par les Jets. OK. Je vais aller voir de l'autre côté à Pierre-Émile. 2 gauchers de la... un gaucher... Non, 2. Voyons, excusez, mon Dieu, je me mélange dans mes joueurs. 2 gauchers, dont un que tu connais bien, Josh Mahara des Pats de Regina, que tu as vu régulièrement. Il y a aussi Denis Cholowski des Cougars de Prince George. Josh Mahara, c'est un défenseur offensif. Va être sûrement utilisé, à mon avis, comme 7e défenseur en partant la formation, en partant les rondes préliminaires, s'il obtient un poste. Puisque on a déjà Clegg et Bean qui sont déjà assez offensifs. Donc, Josh Mahara, c'est un bon porteur de la rondelle, un super tir frappé. Vendredi dernier, il a fait 3 buts dans une défaite de 7-4 face aux Rockets de Kelowna. Puis, Denis Cholowski, c'est un défenseur plus défensif, disons. Puis, pour être un atout intéressant, là, puisque on a déjà Bean et Clegg qui sont identifiés comme des défenseurs offensifs. On a Cale Makar, qui aussi, on s'entend qu'il fasse l'équipe canadienne. Donc, pour mixer un peu, disons, les défenseurs offensifs et défensifs. Okay. Donc, si on prend en considération, disons, j'ai pris en considération que le 7e défenseur allait être un gaucher, ce qui, en tout cas, selon la moyenne, c'est souvent ce qu'on fait, étant donné que les gauchers, comme on sait, ont souvent plus de facilité à jouer du côté droit que l'inverse. Donc, il resterait peut-être, si on s'attend à voir Cale Makar de l'Université du Massachusetts venir trouver une place avec l'équipe canadienne, il nous resterait donc peut-être une place pour un droitier. On pourrait penser soit, il y en aurait un de chaque, et je voudrais vous entendre sur chacun. Je vais y aller avec Jonathan, avec Connor Timmins, le droitier des Greyhounds de Sault Ste. Marie. Mm-hmm. En fait, Timmins, pendant dire, je penserais pas qu'il puisse faire l'équipe. Je vois d'autres joueurs, d'autres droitiers, premièrement, qui pourraient peut-être plus prendre sa place. Les droitiers de la WHL, mais tu sais. OK, Timmins, donc ça fait une bonne passe à Pierre-Émile là-dessus. Peut-être le joueur qui serait là serait Cal Foote des Rockets de Kelowna. Oui, puis tu sais, c'est comme Foote un semblant, un prototype de son père, disons-le. C'est un défenseur défensif qui est capable de la mettre dedans aussi. Puis, tu
Je l'ai vu jouer vendredi dernier, puis je suis tombé en admiration avec son jeu. Puis moi, je verrais pas comment que Carl Foote ne pourrait pas avoir sa place dans la formation canadienne. OK. Autrement dit, ça risque d'être difficile. On en a parlé pour Mario Ferraro de l'Université du Massachusetts également. Ça risque d'être peut-être un peu plus difficile dans son cas, comme Pierre-Émile l'a mentionné, peut-être à cause de son gabarit. Ben, tout à fait, mais il pourrait être une surprise au camp. Il affiche de bonnes statistiques avec l'Université de Amherst, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, moi, il pourrait être la surprise du camp, puis déloger un Logan Stanley ou encore un Denis Cholowski de la formation. OK. On va aller faire un petit tour du côté des gardiens de but. Les 4 gardiens qui ont été invités proviennent chacun des différentes ligues. On a tout d'abord, comme on a mentionné précédemment, il y a Michael DiPietro de Windsor, Carter Hart d'Everett qu'on a parlé plus tôt. Il y a Samuel Harvey, le joueur non repêché des Huskies de Rouyn-Noranda. Et il y a Colton Point qui vient, lui, des collèges américains. Alors, Point, c'est sûr qu'on le connaît un peu moins, vu qu'on ne suit pas ce circuit-là, en fait, beaucoup moins. Donc, on va peut-être parler un peu plus des trois autres. On va commencer avec Carter Hart. J'en ai parlé avec Pierre-Émile un peu plus tôt. Hart connaît encore une fois une saison extraordinaire pour le moment, tout comme l'an dernier. Et on sait que l'an passé, ça a été, je veux pas dire mal, disons que ça a été un peu moins bien que ce qu'on s'attendait devant le filet avec Équipe Canada Junior. Alors, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que, selon vous, cette fois-ci, c'est la bonne pour Carter Hart? Je vais aller avec Pierre-Émile, puis Jonathan ensuite. À mon avis, oui, c'est la bonne. Il est sur une mission. 3 semaines consécutives qui est nommé gardien de la semaine dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Permet à son équipe d'être compétitive dans sa division. Samedi dernier, a battu les Portland de Winterhawks, qui est considéré comme possiblement la meilleure équipe au Canada, qui pourrait gagner la Coupe Memorial cette année. Moi, je m'attends à ce que Carter Hart réussisse à amener l'équipe canadienne jusqu'au bout cette année. Puis, on dirait qu'il y a un peu moins de compétition aussi en arrière de lui. Ça pourrait peut-être l'aider. Là. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je suis un peu d'accord avec Pierre-Émile, puis je me dis que l'expérience de l'année passée peut avoir été payante pour lui. Parce que l'année passée, c'était début pour lui, comme en tant que gardien de l'équipe Canada Junior. La pression que ça a amené, tout, ça a dû être dur à gérer pour lui, mais là, Star, il a l'expérience, puis ça va sûrement l'aider. Oui, c'est 2 bons points. On en parlait d'ailleurs, le duel qu'il y avait devant le filet de l'équipe canadienne au dernier camp. On avait Connor Ingram et il y avait aussi, Michael McNevin. J'allais dire, j'avais juste Michael McLeod en tête, puis je savais très bien que c'était pas ça. Michael McNevin, le gardien par excellence dans la Ligue canadienne l'an passé, qui a même pas fait l'équipe finalement. Et disons que cette année, avec Harvey, Point et DiPietro, la compétition risque peut-être d'être moins forte. Donc, probablement que Hart part déjà avec le titre de numéro 1 avant le camp. Pour parler un peu de DiPietro, un gardien de 18 ans, Jonathan, qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme-là, des Spitfires? Ouais. Ben, il a peut-être peu d'expérience en termes d'âge, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a gagné la Coupe Memorial l'année passée avec Windsor. Puis il a été une grande partie des forces de Windsor. C'est plusieurs comparent son style avec Yaroslav Halak. Son style de jeu, pas son talent. Moi, je crois qu'il préfère l'équipe en tant que numéro 2 à Carter Hart. Ça pourrait lui donner une bonne expérience pour peut-être être numéro 1 l'année prochaine. Oui, ben il y aurait peut-être cette optique-là qui pourrait être effectivement intéressante, le fait de pouvoir le revoir l'année prochaine, contrairement à Samuel Harvey et à Colton Point, qui ont 19 ans tous les deux. Dans le cas d'Harvey, c'est fort probablement son début de saison qui fait qu'il se retrouve là. On sait que c'est un joueur qui est non repêché, qui a eu des statistiques phénoménales pendant un bon bout de temps avec les Huskies, qui fait partie d'ailleurs, à grande partie des succès de cette équipe-là depuis le début de la saison. Les Huskies qui sont une très jeune équipe et qui se maintiennent encore parmi les bonnes équipes dans le circuit courtois. On sait qu'il a connu 2 très bons matchs lors de la série Canada-Russie avec l'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Donc, il s'est mérité une invitation. Est-ce que ça va être suffisant pour faire l'équipe? C'est le temps nous le dira. On va peut-être passer maintenant, on va conclure avec nos attaquants de la formation canadienne. On sait que du côté des joueurs qui sont de retour, on en a 3 qui sont, comme j'ai mentionné, Dylan Dubé, Michael McLeod et Taylor Radish. Des gars qui vont être fort probablement de retour. Et j'ai pas mentionné encore, mais au cours des dernières heures ou des dernières journées, on a annoncé que Tyson Jost allait fort probablement être prêté par l'Avalanche du Colorado, donc un autre joueur de l'an passé qui serait de retour avec l'équipe canadienne. Et tout dépendant de l'utilisation qu'on fait de ces joueurs-là, McLeod et Dubé qui pourraient peut-être être utilisés dans plus le bas de la formation, bien que ce sont des 19 ans tous les deux, disons que ça laisse de moins en moins de place à certains joueurs. J'ai parlé avec Pierre-Émile d'un gars qui allait peut-être avoir de la difficulté à se trouver une place dans le top 6 malgré une excellente saison. C'est Tyler Steenbergen des Broncos de Swift Current. On sait qu'il a, je crois, 35 buts depuis le début de la saison en à peine une vingtaine de matchs. Mais on sait qu'il y aurait peut-être un problème avec ce joueur-là si jamais il ne se fait pas une place sur le top 6, Pierre-Émile. Tu sais, Tyler Steenbergen, c'est un marqueur. Donc, il faut une place dans le top 6 absolument. C'est quand même un petit attaquant, là, 5 pieds 10, 188 livres. Donc, il va falloir une place dans le top 6 avec un passeur. Parce que son coéquipier à Swift Current, Alexis Pionemi, fait le gros du travail pour lui, malgré qu'il ne faut pas enlever à César ce qui lui revient. Sa place pourrait être compromise si Tyson Jost revient. Durant la dernière série Canada-Russie, il a été jumelé à Sam Steele des Pats de Regina, qui a été sacré champion marqueur de la Ligue de hockey de l'Ouest l'année passée. C'est un excellent passeur, Sam Steele, mais ça n'avait pas très bien marché entre Steele et Steenbergen. J'avais des attentes quand même assez élevées quand j'ai vu que les deux avaient été jumelés. Puis j'ai assisté à la rencontre à Mouja, puis ça avait été quand même assez difficile pour Steenbergen. Donc, il va falloir une place dans le top 6 pour Tyler Steenbergen avec un bon passeur. Sinon, sa place pourrait être vraiment compromise pour laisser la place à peut-être des attaquants qui est capable de la mettre dedans, mais qui est capable d'être aussi fougueux puis capable d'être bon défensivement aussi, là, bon dans les deux sens de la patinoire. Okay. Parlant de Steenbergen, ce que j'aimerais voir au camp, c'est voir peut-être un duo avec Jordan Kyrou du Sting de Sarnia. Ouais, parce que c'est un excellent passeur. On s'entend, puis déjà encore cette année, il démontre ses compétences de passeur. Avec 39 passes en 30 matchs. Okay. Moi, j'aimerais bien voir ça, un duo des deux ensemble au camp, voir ce que ça pourrait donner. OK, ben ça serait intéressant, en effet. Avant de passer la POC à Jonathan, je veux qu'on parle d'un gars qui est revenu au jeu dernièrement et qui avait été invité l'an passé, qui n'avait pas réussi à faire sa place avec l'équipe. C'est Brett Howden des Warriors de Moose Jaw. Il est revenu d'une blessure tout juste à temps pour le camp. Est-ce que cette année, c'est la bonne pour lui? Ben, sa place va être possiblement dans le top 9, à mon avis. Moi, je dirais sur le troisième trio, possiblement à l'aile gauche, sur le troisième trio. Moi, je l'imagine avec Cody Glass puis Nick Suzuki. Mais est-ce que c'est la bonne année? Dur à dire, il revient d'une blessure, on ne sait jamais avec lui, c'est souvent blessé. Il y a quand même des bons joueurs, puis avec le retour possible de Tyson Jost, ça fait descendre un Michael McLeod un petit peu plus bas. Est-ce que Michael McLeod, finalement, va prendre la place de Brett Howden? C'est ça la question, parce que ce serait sûrement le joueur qui descendrait d'un rang. D'un rang, c'est ça. OK. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, Jonathan, je voulais justement m'en venir sur Michael McLeod. Fort possiblement qu'il y aurait l'avantage un peu là-dessus, étant donné que c'était un joueur qui était présent l'an passé et que le staff d'entraîneurs et de sélection n'a pas changé. Donc, on sait déjà à quoi s'attendre de Michael McLeod. Oui. Puis moi, je dirais que l'avantage ici, c'est que McLeod, vu qu'il est assez bon défensivement, même s'il n'a pas sa place dans un top 6, comme tu disais, pour avoir sa place sur un troisième, quatrième trio, puis avoir un peu de temps à l'avantage numérique. Vu que justement, il est assez bon dans les deux sens de patinoire, ça
ça pourrait lui donner un avantage pour l'équipe. OK. Je veux qu'on parle de Tyler Radish. L'an dernier, moi, j'ai pas été convaincu de ce que j'ai vu pendant le tournoi. Oui, il y a un match où il a compté, je pense que c'est 4 buts contre la Lettonie, mais à part ça, on l'a pas vu beaucoup, à part ce match-là. On sait qu'au courant de la finale, je crois qu'il y avait, ou la demi-finale, qu'il avait pas joué beaucoup. Dominique Ducharme l'avait peu utilisé. Est-ce que Taylor Radish a une chance de se reprendre et d'afficher peut-être un peu plus de constance cette année? Je crois qu'il y a une chance, oui. De savoir s'il va faire l'équipe, assurément. Il y a peut-être des bonnes chances vu qu'il a l'expérience de l'année passée et vu qu'il a 19 ans. Mais j'ai comme un peu des doutes sur savoir s'il va bien se reprendre ou pas. OK. Je veux qu'on parle un peu aussi des joueurs de 18 ans. Il y en a quand même quelques-uns qui viennent des attaquants, surtout qui viennent de la Ligue de l'Ontario. On a parlé de Nick Suzuki et de Alex Formenton. Est-ce que, selon toi, un de ces gars-là peut se trouver une place avec l'équipe? Selon moi, les deux ont quand même des belles chances de faire l'équipe, là. Puis justement, tu parlais d'un autre des attaquants de 18 ans. Justement, Robert Thomas aussi est un attaquant de 18 ans. Puis je crois que, tu sais, quand même, les trois, peut-être un peu moins Suzuki, il y a des chances pareilles. Moi, je crois que c'est dur à dire, mais j'ai bien confiance en les trois. OK. Malgré leur jeunesse. Oui, moi, je crois plus aux chances de Suzuki parce que c'est un fougueux attaquant qui, à mon avis, apporte quelque chose de différent comparé à Formerton et Thomas, par exemple. Donc, moi, à mon avis, c'est peut-être sa taille qui pourrait jouer encore à sa défaveur. Mais là, 5 pieds 11, je pense que. Puis, tu sais, il s'est jamais laissé marcher sur les pieds. Fait que moi, je m'attends à ce que Suzuki fasse l'équipe. OK. Oui, je pense bien aussi qu'il va faire l'équipe. OK. Pour conclure avec les attaquants, je veux qu'on parle des deux de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été invités. On sait que cette année, c'est fort possible qu'il y ait aucun Québécois qui fasse partie de l'équipe. Même aucun joueur de la Ligue junior majeure du Québec, ce serait bien possible. Il y a Drake Batterson des Screaming Eagles et Maxime Comtois des Tigres qui ont été invités. Avec le commentaire que Pierre-Émile a dit un peu plus tôt concernant Tyler Steenbergen, je pense que c'est un peu ce qui pourrait s'appliquer également dans le cas de Drake Batterson. Se retrouve peut-être un peu dans la même situation que Steenbergen. Autrement dit, avec le potentiel retour d'un gars comme Tyson Jost, ça pourrait peut-être contribuer à l'absence de Batterson. Et je crois que Maxime Comtois est peut-être celui des deux qui a le plus de chances de faire l'équipe. Qu'en pensez-vous? Je crois aussi, oui. Ouais, tout à fait d'accord. Maxime Comtois, ça serait l'attaquant de puissance par excellence. Pour jouer sur un 4e trio, peut-être même sur le 3e trio si on lui offre la chance. Moi, ça me fait penser un peu à Julien Gauthier, là, 2 ans. Il s'était taillé une poste, sensiblement la même stature, avait quand même contribué, puis était là pour vraiment donner les mises en échec, puis créer de l'énergie, créer de l'énergie à ses coéquipiers. OK. On sait que c'est un gars avec un physique quand même imposant à 18 ans, là, à 6 pieds 2 et je pense qu'il est à plus de 200 livres. 212. OK, bon, voilà. Alors, il y a un gabarit qui pourrait l'aider sincèrement pour jouer peut-être parmi les 9 derniers attaquants, donc une place possible pour Maxime Comtois avec la formation canadienne. On a parlé des joueurs qui ont été invités et du peu de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui ont été invités. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous déçoit? Moi, je te dirais que, tu sais, vu le peu de... vu le peu de talent qu'il y a en ce moment dans la GMQ, le peu de joueurs d'impact, d'expérience, je pense plus qu'on va beaucoup plus avoir d'ici 1-2 années des attaquants de la GMQ plutôt que cette année. Je pense notamment à des joueurs comme Lafrenière, Poulain, Pelletier qui pourraient faire l'équipe d'ici 1-2 ans. Là. Effectivement. Non, je suis pas trop déçu. Ben, il y a fort possiblement, si on parle de l'année prochaine, Antoine Morin qui pourrait bien se retrouver avec l'équipe qui est âgé de 18 ans présentement, donc à 19 ans, qui pourrait fort possiblement avoir une invitation.
Oui, tu sais, faut aussi mentionner que tu sais, vraiment cette année, les joueurs de l'Ouest sont forts. Ça devrait en rester à peu près au moins une dizaine dans l'équipe. Puis, tu sais, il y a quand même 3 joueurs qui ont été invités, mais malgré ces 3 joueurs-là n'ont peut-être pas été invités si Dubois et Girard étaient dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette année au lieu d'être chez les professionnels. Donc, tu sais, Barrison, quand même bien, a été invité à cause de ses performances cette année. Puis Samuel Harvey, c'est un fier travailleur. Puis, tu sais, ses performances à la Série Canada aussi, qui lui a mérité une invitation. Puis, il y a des joueurs, il y a plusieurs joueurs de 18 ans, mettons, de l'Ontario ou de l'Ouest qui méritaient une place, mais qui n'ont pas été invités à cause de leur âge. C'est des joueurs comme Drake Barrison, Maxime Comtois, Jonathan Gadjovic qui ont pris leur place. Fait que juste une invitation en soi au camp, c'est comme une petite victoire pour moi pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puisqu'on s'entendait vraiment pas trop. Moi, en tout cas, dans mon cas, je m'attendais pas trop à une nomination. Je m'attendais à la nomination de Comtois, puis c'était pas mal ça. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, est-ce que là, il reste à savoir est-ce que Girard va être retourné? Il a joué 5 minutes lors de la dernière partie de l'Avalanche. Donc, est-ce que l'Avalanche va retourner Joe et Girard? C'est ça la question. OK. Donc, ça, je savais pas. Par contre, au niveau du temps de jeu de Girard, j'aurais eu tendance à dire que non, vu la faiblesse de défensive de l'Avalanche du Colorado. Mais s'il a joué peu au cours des derniers matchs, ben peut-être effectivement qu'on pourrait laisser planer ça. Et de chez nous, advenant les prochains matchs, est-ce qu'il y aurait possibilité de voir Victor Mété être prêté par le Canadien de Montréal à l'équipe canadienne? Ce serait peut-être quelque chose... En tout cas, ça semble pas être complètement impossible jusqu'à présent. C'est un dossier il y aurait déjà une chimie d'établi avec certains joueurs d'équipe Canada. Là. En effet, avec un vétéran. Formanton puis Thomas, il a joué avec eux l'année passée. Il avait été invité au camp aussi, d'ailleurs, l'an dernier, Victor Mété. Oui, puis il a été quand même bon. Il avait quand même fait des belles performances. Puis c'est sûr que ça aiderait les Knights puis l'équipe Canada en tant que telle. OK. Alors, un joueur, par plus l'expérience qu'il a eu dans la Ligue nationale. Ah, c'est certain que ça aiderait. Puis pour revenir à la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, il ne faut pas oublier que c'est un cycle. Chaque année, tu sais, quasiment... C'est toujours un cycle, à part à peu près à la OHL qu'on dirait qu'ils vivent jamais de cycle, mais ça c'est parce que c'est à cause des Knights. Bon, on voit ton jupon dépasse un peu d'après moi là. Ben bref, pour ça, faut dire, faut pas oublier que c'est un cycle, puis je pense que dans quelques années, il va y en avoir beaucoup plus de joueurs la GMQ avec l'équipe Canada Junior. Moi, ce qui me désole particulièrement, là, je vais vous donner un exemple. J'ai fait une petite recherche là, vite. J'ai pas noté tous les chiffres. Au cours, je dirais, des 10 dernières années, là, la norme au niveau des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui font partie de l'équipe, en moyenne, là, ça doit être entre 4 et 5 qui font partie de l'équipe au cours des 10 dernières années. Et l'an dernier, il y a eu 7 joueurs de la LHJMQ qui faisaient partie d'équipe Canada Junior. 7 joueurs sur, normalement c'est 22 qu'on garde, ça correspond environ au tiers. Et moi ce que je trouve dommage, c'est que là pour une fois on a le tiers, disons, parce qu'il y a 3 ligues juniors au Canada, on a le tiers des joueurs, et ça c'est considéré comme une année quasiment exceptionnelle. C'est ce que je trouve qui est dommage, c'est que quand on a 5 joueurs sur 22, on trouve que c'est une bonne année. Puis je veux pas. Puis là, je veux rien enlever aux joueurs des autres équipes. Mais des autres équipes des autres ligues, mais je trouve que c'est dommage parce que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a moins d'équipes, donc forcément moins de joueurs. Mais quand même, je trouve que c'est un peu dommage de temps en temps là, de voir qu'il y en a si peu qui réussissent à se tailler une place. Quoi rajouter? Qu'est-ce rajouter à ça? Je suis d'accord avec toi, c'est désolant un peu, mais l'Ontario a toujours été forte dans le recrutement pour la formation canadienne. Puis cette année, mais ça semble être le cycle de l'Ouest.
Mais les années futures vont être meilleures. J'en suis quasiment certain pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il faut mentionner aussi que le monde dit il n'y a pas beaucoup de joueurs du Québec, mais Joël Bouchard fait partie du comité de sélection des joueurs, l'entraîneur-chef de l'Armada Blainville-Boisbriand. Fait que les intérêts de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sont représentés aussi. Oui, ben c'est là où je voulais en venir. C'est que ça, on sort souvent, ben pas on sort souvent, mais ça se lit souvent sur les médias sociaux ou ailleurs. Ah ben, tu sais, Hockey Canada, ben c'est un organisme anglophone, puis les anglophones, ils nous aiment pas, fait qu'ils prennent pas des joueurs québécois. Sauf que cette année, ben, le directeur général de la formation canadienne, c'est Joël Bouchard. Et l'entraîneur-chef pour une deuxième année, c'est Dominique Ducharme, qui est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec aussi. Ce sont les deux gars qui pèsent le plus lourd dans la sélection des joueurs. Et c'est l'année où on a le moins de joueurs invités. C'est quand même particulier. Mais, il y a 2 années aussi, on avait eu Bonogro comme coach, en plus. Oui, c'est vrai. Puis il faut dire, donc en fait, là où je voulais en venir avec ça, c'est que on peut pas se cacher derrière l'excuse de ah ben c'est Hockey Canada puis ils n'aiment pas les Québécois, fait qu'on n'y peut rien. Cette année, on peut pas se dire ça, donc il y a peut-être un petit examen de conscience à faire du côté du circuit québécois. Ouais, c'est juste un constat que cette année, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est un peu moins forte. C'est ça au final. Ouais. En tout cas, moi je vais vous dire, je rêve du jour où on va avoir 8, 9, puis peut-être même 10 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça serait fou un jour de voir ça, mais écoute. Selon moi, ça pourrait arriver plus vite que tu le crois. Ah, peut-être, on va espérer être surpris. Déjà, avec le dernier repêchage que plusieurs disaient qu'il était exceptionnel, pareil, ça pourrait aider dans quelques années. Ah, peut-être très bien, Ben écoute, Alexis Lafrenière, Samuel Poulain, puis voyons, Jacob Pelletier, c'est fort possiblement des joueurs de calibre de jouer pour Équipe Canada Junior. On parle de possiblement des futurs choix de première ronde dans la Ligue nationale. Donc, avec ça, on risque de voir ces bonhommes-là au cours des prochaines années. Avant de mettre un terme à la communication avec vous, je veux qu'on parle du dernier gros fait saillant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a eu cette transaction qui a fait passer, ça n'a pas encore été officialisé par la Ligue, étant donné qu'on n'est pas encore dans la période des transactions. Mais, selon ce qui a été dit, Joe Veleno passerait des Sea Dogs de Saint-John aux Voltigeurs de Drummondville contre 3 choix de première ronde et 2 choix de deuxième ronde, le tout qui est réparti au cours des 3 prochaines années. Donc, des choix de première ronde au prochain repêchage dans l'année prochaine et dans 2 ans. Et les choix de deuxième ronde sont pour le prochain et celui de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette transaction-là? Je vais commencer avec Jonathan. C'est sûr que je trouve que c'est assez cher à payer pour Veleno qui a encore rien dominé à date. Mais il y a quand même juste 17 ans. T'sais. Il peut encore rester au moins 2 ans et demi dans la ligue. C'est peut-être que le prix, c'est dur à dire pour le moment, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec les voltigeurs éventuellement. Si les voltigeurs vont pouvoir rentabiliser leur transaction. En tout cas, c'est une bonne acquisition pour les voltigeurs, ça c'est sûr. Pierre-Émile, qu'est-ce que tu en penses? Le monde dit, il y a bien du monde dans la communauté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui dit que c'est cher à payer, mais tu sais, Joseph Veleno a encore 2 ans et demi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à faire encore. Moi, tu sais, il a obtenu le statut de joueur exceptionnel. Puis le monde dit, c'est pas un joueur exceptionnel, mais il faut se rappeler que Joseph Veleno a joué sur du 2e et 3e trio à Saint-John pendant les 2 dernières années. Puis là, cette année, avec une équipe en pleine reconstruction, c'est plus difficile pour un joueur de s'afficher présentement. Moi, je pense qu'il va avoir la pleine confiance de Dominique Ducharme à Drummondville, puis il va avoir les éléments aussi pour l'entourer. Puis dans l'année prochaine, là, ça pourrait faire bien mal, là, les équipes qui vont visiter Drummondville. Ça pourrait être son année décisive l'année prochaine. Ah, certainement. Certainement, parce que faut dire cette année,
on va être honnête, il n'y a pas une grosse saison. Écoute, je pense qu'il y a seulement 4 ou 5 buts depuis le début de la saison. Oui, on parle d'une moyenne d'1 point par match, mais pour un gars qui a eu un statut de joueur exceptionnel, on s'attend quand même à plus que ça. Puis je dis pas ça méchamment ou peu importe, mais si on compare à des gars qui, oui, ont été dans des meilleures équipes, mais quand même, à 17 ans, Anthony Beauvillier et Pierre-Luc Dubois, donc au même âge que Veleno, on parle de des gars qui ont compté 40 buts et qui ont fait plus de 90 points, 99 dans le cas de Pierre-Luc Dubois. Oui, les Screaming Eagles étaient une meilleure équipe, même une bonne équipe à ce temps-là. Mais si je vais dans le cas de Beauvillier, les Cataractes n'étaient pas encore la puissance qu'ils sont devenus l'année suivante. Et c'est des joueurs qui, au même âge, ont eu une production pas juste meilleure, mais vraiment dans un tout autre registre. Donc j'ai l'impression que les gens ont, je sais pas, peut-être une attitude un peu négative dans le cas de Veleno. On dirait que ce statut de joueur exceptionnel-là a pas bien passé auprès de plusieurs partisans. Il y en a eu des joueurs qui ont eu ce statut-là, puis ils étaient bien moins bons que Veleno, puis et pourtant, ils ont fait ils ont réussi à aller loin. Là. Fais-tu référence à Sean Day? Exactement. Sean Day qui a quand même gagné la Coupe Memorial. Ah, faut pas oublier. Ben, je pense que c'était un bon commentaire tantôt de dire que l'année prochaine risque d'être assez d'être décisive là, dans le cas de Joe Veleno. Avant le début de la saison, on parlait de lui comme un gars qui aurait pu fort possiblement sortir dans les 10, voire les 5 premiers au repêchage qui s'en vient au mois de juin. Et là, présentement, on parle plus du top 15. Donc, il descend présentement dans les... Top 15, c'était généreux. Moi, j'aurais plus dit la fin de la première ronde. Ouais, et voilà. Donc, disons qu'on va lui souhaiter que les choses aillent mieux, mais je vois pas comment ça pourrait aller moins bien avec une équipe qui a un aussi bon noyau de jeunes joueurs comme les Voltigeurs là, d'ici les 2 et peut-être même 3 prochaines années. Là, ça va être une équipe là, redoutable pour encore longtemps dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et Jonathan l'a mentionné, c'est pour ça qu'on a payé aussi cher. Par exemple, les gens vont comparer avec la transaction, disons, de German Rubtsov ou de Vitaly Abramov, puis on se dit, ah, mais voyons, c'est bien trop cher, Abramov est bien meilleur. Mais oui, Abramov, c'est sûr que présentement, si tu les mets un contre l'autre, Abramov est meilleur. Mais Abramov a 19 ans, puis c'est un Européen aussi, fait que la valeur est moindre. Mais Veleno va donner bien plus de matchs de hockey aux Voltigeurs qu'Abramov va en donner aux Tigres. C'est certain, l'âge joue en sa défaveur. Puis aussi, on a déjà vu ça dans la GMQ, des joueurs qui débloquent seulement à 18 ans. Là. On a déjà vu qu'ils ont fait ça. Là. Moi, je pense à Nicolas Roy, entre autres. Ah? Nicolas Roy, entre autres, ça a été ça. Oui, c'est Thomas lui que je pensais. Il a carrément explosé à 18 ans avec 48 buts à la place de 16. Je dirais même à 18 ans, en deuxième moitié de saison, là, il était très tranquille jusqu'au mois de décembre, au mois de janvier, il y a 2 ans, puis il a explosé par la suite. Tout dépendant des autres, les joueurs, ça leur prend un peu plus de temps à se développer, puis c'est des choses qui arrivent. Ah, ben, Puis dans une transaction comme dans le cas de Veleno, c'est seulement le futur qui peut nous le dire. On peut pas suivre tant que ça sur sa statistique actuelle, étant donné qu'il a juste 17 ans. C'est sûr. S'il a eu 19 ans, là, on aurait pu dire, oui, c'est trop cher à payer, mais il y a 17, il lui reste encore 2 saisons et demie. Qui sait comment il va exploser, comment il va jouer quand il modèle ou l'année prochaine, on peut pas le savoir. Ouais. Je vais pour un mot de la fin, Pierre-Émile. Moi, je suis d'accord avec votre propos, puis je m'attends que qu'ils se réveillent là, prochainement là, avec les Voltigeurs. Là. C'est une équipe qui patine plus, une jeune équipe, donc il va peut-être s'en sentir mieux, plus à l'aise. Puis, avec un Xavier Simoneau, un Dawson Mercer, puis là, il y a un nom qui m'échappe, mais Cédric Desruisseaux. Pardon? Cédric Desruisseaux. C'est ça. Donc, avec M. Desruisseaux, ça va patiner. Puis là, à mon avis, Joseph Veleno va se sentir mieux. Puis il va peut-être avoir moins de pression aussi parce que là, ces 3 joueurs-là sont là. Il y a un Dominique Ducharme qui a coaché les Moussets d'Halifax qui a amené les Moussets jusqu'au bout puis a connu des joueurs d'exception. On parle de Nathan McKinnon et Jonathan Drouin. Donc, moi, je pense que...
Nico Chia aussi. Nico Chia, c'était pas André Tourigny? Oui, c'est André Tourigny. Ah oui, c'est vrai. Ah, Non, mais par exemple, on peut dire Nicolas Ehlers puis Timo Meyer, par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc, Un Suisse pareil. Ouais, c'est ça. moi, je crois qu'il va être capable de le mettre ses bonnes rails, puis je m'attends à du bon hockey de Joseph Veleno d'ici les prochaines semaines, puis l'année prochaine aussi. Parfait. Les gars, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Ça a été, j'ai bien apprécié la discussion. J'avais hâte de faire ce show-là. Si ça vous intéresse, peut-être qu'on fera une autre discussion comme ça lorsque les sélections officielles auront été faites ou peut-être même après le tournoi, lorsqu'on aura les résultats de cette équipe-là. Donc ainsi, je vous remercie d'avoir été là et on se parle une prochaine fois. Merci à toi. Merci de l'invitation. À la prochaine. À la prochaine. Alors voilà, c'était Jonathan Lévesque et Pierre-Émile Claveau. Alors, on parlait durant l'émission d'un possible prêt de Victor Mété par le Canadien de Montréal et ça a été fait depuis. Je mentionnais les coupes un peu plus tôt, j'ai oublié d'en parler. Victor Mété, effectivement, a été prêté à Équipe Canada Junior et on mentionnait au cours de la discussion que ça allait être difficile pour les défenseurs gauchers de faire leur place et ça, c'était advenant que Victor Mété était prêté. Donc là, c'est officiel, on a Cale Clegg, Jake Bean et Victor Mété qui sont avec l'équipe et donc on peut parler des joueurs qui ont été exclus que j'ai mentionnés. Ben, il y a Denis Cholowski et Logan Stanley, deux défenseurs gauchers qui étaient au camp et qui ont été coupés 2 jours plus tard. Alors, ça va être extrêmement difficile pour des gauchers, donc les défenseurs, de faire leur place avec l'équipe. Et à ma connaissance, il reste toujours Connor Timmins, il est-tu gaucher ou droitier? Je ne me rappelle plus. En tout cas, je dis peut-être n'importe quoi. Je suis bien content d'avoir eu cette discussion-là. C'était interactif là, d'avoir les deux en même temps. On peut parler des joueurs qu'on connaît moins, veut pas. C'est quand même rare au Québec, en tout cas à ma connaissance, des gens qui suivent activement soit la Ligue de l'Ontario ou bien la Ligue de l'Ouest. Là. Jonathan, qui est un grand fan des Knights de London, qui suit beaucoup la Ligue aussi en général, il faut dire. Et Pierre-Émile, lui, qui est à Regina, donc qui voit de ses yeux beaucoup de hockey de l'Ouest. Alors, je trouvais que c'est important d'en parler. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de la LHJMQ au tournoi, donc qui sont les autres finalement, à défaut de juste voir les statistiques. Ben, je trouve que c'est important de mieux connaître ces joueurs-là afin d'apprécier davantage le tournoi, d'apprécier davantage les joueurs. Et, en tout cas. Alors, c'est ça. Alors, je vais vous souhaiter en fait une bonne période des fêtes. Là-dessus, on est le 15 décembre aujourd'hui, donc d'ici à Noël et au jour de l'an, je pense pas faire d'autres épisodes. On va certainement début janvier, là, par exemple, ça va être assez intéressant là, avec la fin de la période des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la fin du tournoi également. On va essayer de reparler avec Jonathan et Pierre-Émile, justement, afin de voir comment ça s'est passé pour Équipe Canada Junior au tournoi, et sinon les autres équipes aussi. Alors, là-dessus, comme je disais, je vous souhaite une bonne période des fêtes, une très bonne année, et on se revoit une prochaine fois.